Vérifie si ça fonctionne. C'est parti. Alors bonjour Marc Fouillou, vous avez 51 ans, vous êtes professeur de musique au collège de Ouassel. C'est ça. C'est la première fois que vous vous présentez en tant que tête de liste pour les élections municipales. Vous êtes encarté au NPA, Oui. Et vous proposez tout un programme pour cette élection municipale. Peut-être qu'on peut commencer par ça. Pourquoi avoir présenté une liste NPA aux élections municipales de Rouen ? C'est presque compris dans le nom de notre parti, en fait, un nouveau parti anticapitaliste. Donc on veut faire passer cette idée que, quel que soit le sujet, le grand sujet qui nous préoccupe, on veut parler du climat, du logement, de la misère, des difficultés à éduquer, du problème des migrants, etc. Et bien, on est confronté à la logique du capitalisme qui fait que tous les gens sont en concurrence les uns les autres sur le travail, au niveau des peuples, et donc cette logique de concurrence à outrance qui fait que voilà, il y a les premiers de cordée, bien sûr qui sont en bas, et bien moi c'est une logique qu'on dénonce, qui est meurtrière depuis de nombreuses années. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on se présente pour dénoncer ça. Donc au niveau local, comme au niveau national ou international, la logique est la même. Et donc là où on est, on défend l'idée de renverser ce système économique et politique. C'est une chose possible. Dans l'histoire, il y a eu plein de fois des renversements de sociaux, de systèmes économiques et politiques, et nous, on est pour qu'il y en ait un nouveau. Concrètement, on va peut-être commencer par une question sur les transports, notamment. Moi, j'ai essayé de trouver quel était votre programme. J'ai vu que vous proposiez une gratuité immédiate et totale des transports. Sachant que c'est une prérogative qui dépend de la CREA, comment est-ce que la ville de Rouen seule, le maire de Rouen seul pourrait imposer ça? Alors, je pense que le maire de Rouen, déjà là, par exemple, il est président de la métropole, je crois. Donc il a un certain impact. La ville de Rouen est la plus grande ville de la métropole, c'est une ville importante. Donc oui, je pense qu'il y a, comme ils disent les politiciens, c'est pas mon cas, hein, la volonté politique peut permettre de faire des choses, surtout quand elle est couplée au fait de faire les choses collectivement. Et nous, on pense que si on veut les transports gratuits, il faut que la population de Rouen se mette en mouvement pour obtenir des transports gratuits. C'est quelque chose qui est économiquement faisable, qui est écologiquement nécessaire, socialement nécessaire. Et donc oui, ça fait partie des choses qui sont possibles. S'il y a des obstacles, il faut les renverser, ces obstacles-là. La métropole, pour nous, ce n'est pas un endroit démocratique. C'est-à-dire que là, on vient de déposer la liste ce matin à la préfecture. On a déposé une liste de 55 noms. Les 24 premiers, comme ça, sont candidats à la métropole. Aucun débat n'est fait là-dessus. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a pas d'élection pour la métropole. Il n'y a pas de grand débat sur les plans d'urbanisme. Il n'y a pas tout ça. Donc voilà, c'est sûr que la logique de gratuité, c'est une logique qui n'est pas comprise dans le capitalisme. C'est une logique que nous, on défend, aussi bien pour les transports que pour la santé, que pour l'éducation, que pour tous les besoins primaires, en fait. Voilà. Donc c'est un combat, et c'est un combat qu'il faut mener collectivement, et si on a une place dans la mairie, eh bien, on aura ce levier-là supplémentaire pour mener ce combat-là. On a une question Facebook. J'ai une question qui m'arrive sur Facebook. Alors, il y a des gens qui demandent si vous pouvez parler un tout petit peu plus fort déjà. Pardon. Une question d'Yvon qui demande votre programme prévention santé. Quel sera-t-il? Programme prévention santé. Alors la santé, c'est un vaste programme. Il y a quelques années, il y a pas mal d'années, il y avait toute une idéologie qui s'appelait la santé communautaire. Et le but, c'était que les gens prennent en main leur propre santé. Donc il y a un aspect aussi un peu social, démocratique et politique dans la santé. La santé, c'est aussi la santé au travail. C'est la façon dont on peut s'épanouir dans sa vie, c'est le temps libre qu'on peut avoir, c'est le temps de repos, c'est le temps libre qu'on peut partager avec les amis, la famille, c'est aussi ça la santé. Et puis évidemment, c'est l'accès aux soins, l'accès gratuit aux soins pour tous et toutes. Et donc c'est aussi un choix politique. Là, on entend la ministre Buzyn qui... voilà, c'est catastrophique. C'est les tenants du grand capital qui organisent la privatisation du marchandage de tous les besoins primaires sociaux. Ça peut être aussi bien l'école que la santé, donc c'est assez terrible. Donc la prévention au niveau de la santé, eh bien, c'est prendre en compte que la vie, la santé, c'est être en révolte, ça met en pleine forme. Hein.
Aujourd'hui, pour la santé, rien de tel que d'être en grève en manifestation. Hein. On sort un peu du carcan habituel, on sort un peu de la hiérarchie qui parfois peut opprimer les gens. C'est vrai, c'est pas qu'une boutade. Hein. On pense qu'on est plus en forme globalement quand on prend un petit peu sa vie en main. Et puis après, l'accès à la santé, ça semble une chose évidente et forcément gratuite et publique. Il y a beaucoup de gratuité évoquée dans votre programme, justement, en termes de financement de cette gratuité. Comment vous voyez les choses que ce soit très bien, aussi bien pour les transports, hein, comme pour la santé. Enfin, voilà, comment... Il y a 80 milliards d'euros en évasion fiscale chaque année en France. 1000 milliards pour la communauté européenne, en France. En Europe, pardon. Et donc, c'est énorme. Hein. Là, sur le débat sur les retraites, il nous parlait d'un problème, un gros problème de déficit, qui allait nous obliger à bosser plus pour gagner moins à la retraite. Mais là, il ne s'est pas encore fait leur programme, on peut bien le faire ravaler. C'était 17 milliards de déficit par an. Dans la pire des projections du corps, là, je ne me rappelle plus l'acronyme, voilà, sur les retraites, c'est 17 milliards. Alors que l'évasion fiscale, c'est-à-dire les gens les plus riches en France, mettent de côté, planquent en dehors du système collectif de répartition 80 milliards. Donc le problème financier, c'est vraiment un problème politique, en fait. Est-ce qu'on est pour une redistribution des richesses ou est-ce qu'on est pour, en disant aux gens, allez, votez-vous le cul, si vous allez bien suivre nos prérogatives, peut-être vous ferez partie des winners, des vainqueurs de cette société, des premiers de cordée, des petits Macron. Ben, nous, on n'a pas du tout envie de ressembler à Macron, ni à ses premiers de cordée. Aujourd'hui, la liste NPA propose une politique nationale. Est-ce que pour vous, l'échelon municipal est une bonne stratégie ? L'échelon national et municipal, nous, on est contre l'idée de nation. Hein. Donc l'échelon national, voilà, ça reste quand même une abstraction. Les frontières se sont faites quand même en général contre les peuples. Hein. Voilà, les guerres, on l'a montré, les frontières se font comme ça. Et donc l'échelon, c'est là où on est. Nous, on essaye de militer pour défendre ces idées de partage des richesses. Là où on est, ça peut être à notre travail, ça peut être avec nos voisins. Et c'est vrai que la commune, c'est un échelon qui permet de discuter assez facilement avec les gens pour peu qu'on puisse avoir un petit peu les leviers dans la commune, que le pouvoir ne soit pas confisqué dans un conseil municipal où des fois on n'a même pas accès. Hein. Ça nous est arrivé plusieurs fois avec des associations d'aller au conseil municipal et puis on n'a pas pu rentrer parce qu'en fait c'était fermé. Et voilà, donc il n'y avait pas d'accès. Donc oui, c'est un échelon qui est... On peut faire des choses à l'échelon municipal, bien sûr. On peut tenter plein de choses. L'expérience d'une ville, je la cite ces derniers temps, parce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Villa de Salvador, c'est la plus grande expérience d'autogestion d'une ville de 300 000 habitants, qui a été fondée par des gens qui ont été expulsés, des favelas. Et c'est dans la banlieue de Lima, et c'est très intéressant à regarder comment ils se sont organisés par des quartiers, des assemblées, des comités de quartier qui ont un réel pouvoir. Et donc l'autogestion permet au niveau local d'avoir, on va dire, désintoxiquer de cette logique capitaliste qu'on a intégrée depuis des années et des années. Cette fameuse saine émulation. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, la saine émulation. Pour moi, c'est de la concurrence. La saine émulation, ça n'existait pas. On est motivé par les choses qui nous motivent de façon intérieure, intrinsèque, comme on dit. Ça, c'est une bonne motivation. La motivation pour dépasser les autres, c'est une motivation qui peut rapidement amener à des catastrophes. Et nous, on est contre ça. Justement, Peter avait une question sur la démocratie et les conseils citoyens. Oui, justement, qu'est-ce que vous entendez? Comment vous organisez ces conseils de quartier? Même si on aimerait tous, du coup, en faire partie, on a tous une vie comme ça à côté. Qu'est-ce que vous entendez concrètement par conseil de quartier? Quel temps ça mobilise? Comment ça se passe dans un monde comme celui d'aujourd'hui? Alors, bien sûr, il y a cette difficulté, c'est le temps de travail, par exemple. C'est vrai que quand on travaille 40 heures par semaine, c'est difficile d'avoir du temps libre pour avoir des discussions collectives, des échanges, on est d'accord, pas d'accord, des fois le temps monte, voilà, le fait qu'on n'est pas tout seul dans son coin. Et donc effectivement, ça nécessite d'avoir un aménagement du temps de travail, une baisse radicale du temps de travail pour pouvoir mettre ces choses-là en branle. Alors vous dites dans le système dans lequel on est, elle est là la question en fait, hein. C'est-à-dire que dans le système dans lequel on est, grosso modo, soit on accepte cette logique-là, et dans ce cas-là on accepte énormément de choses finalement. Hein. On accepte qu'un bon nombre de gens restent sur la touche, on accepte de pouvoir laisser à la rue des gens. C'est pas que...
c'est pas des idées humanistes, gentillettes. À quoi ça sert de s'organiser collectivement si c'est pour laisser crever les gens dehors? Quel est l'intérêt de notre organisation? Quel est le but de notre organisation collective dans le capitalisme? C'est quoi? Parce que là, ça fait quand même pas mal d'années qu'on a des gouvernements successifs qui font grosso modo des politiques assez identiques. Hein. Il n'y a que le taux de répression qui monte ou qui descend de temps en temps. Là, il a fortement monté. Mais sinon, la politique est la même. Hein. Donc on a une espèce de carcan, et c'est vrai que ce carcan-là, on est bien obligé de se projeter dans une logique où on va sortir de ce carcan. Nous, on ne pense pas que ce sera les élections qui vont nous permettre ça. On vous le dit franchement, hein, même si ça sera un plus d'avoir des élus à un conseil municipal. C'est les luttes sociales, c'est sûr. Et c'est bien de ça dont les gouvernants ont peur, que ce soit en France comme ailleurs, en Algérie, au Yémen ou ailleurs. C'est bien du soulèvement des peuples pour réclamer une répartition des richesses dont les gouvernants ont peur, partout dans le monde. Ce n'est pas des élections. À la limite, c'est des élections, on n'en va pas, il est magouille. Ça c'est déjà vu, hein, même en France. Donc, c'est un biais, mais c'est pas par là qu'on arrivera à faire les choses. Mais la question du temps de travail est une question très importante, bien sûr. Ouais. Et concernant justement les conseils citoyens avec un réel pouvoir, c'est écrit dans votre programme? Oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose il y a quand même des choses faisables. Hein. On n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait un changement complet, même si on souhaite et on pense qu'il va arriver, parce que c'est inéluctable, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais en attendant, pour y arriver, il faut s'organiser, et il y a des choses possibles, les conseils de quartier, avec un réel budget. Évidemment, ça va nous mettre en porte-à-faux avec un certain nombre de choses qui risquent d'être inconstitutionnelles, qui ne seront pas reconnues démocratiquement dans notre société. Et les conseils constitutionnels risquent de dire attention, ce qui se passe avant, ça colle pas. Si on fait des conseils de quartier avec un vrai budget, un vrai pouvoir de décision, et on imagine des instances qui passent au-delà des instances bureaucratiques avec les notables du coin, là, on va s'affronter à une vision de la démocratie qui va être différente avec les gens. Mais voilà, c'est le combat d'idées, c'est le combat politique, et nous, on porte cette vision différente. Et il y a des choses tout à fait possibles, bien sûr. Alors, on a une question sur Facebook. Quel est votre programme ou quelles sont vos orientations sur les questions de l'écologie, de l'économie durable et de la lutte contre le réchauffement climatique? Une question de Florimond. Eh bien, c'est une bonne question. Comme on dit, c'est un truc qui préoccupe tout le monde. Et je pense que ça préoccupe beaucoup de gens parce que c'est un vrai souci. On en voit tous les jours les conséquences aux infos ou dans nos vies. Hein. Là, on vient de connaître quand même Lubrizol, c'est quand même pas rien. C'est la production industrielle qui n'est pas maîtrisée parce qu'elle est maîtrisée dans un sens particulier. On est prêt à produire n'importe quoi pour peu qu'il y ait du profit et les emplois à la clé. Il y a tout à fait possibilité de produire des choses avec une utilité sociale différente, avec des emplois, où on travaille moins, mais aussi avec une pollution qui soit beaucoup plus faible. Il faudrait que les gens qui travaillent déjà dans les usines puissent maîtriser un petit peu l'outil de travail, ce qui n'a pas été le cas à Lubrizol. On ne demande pas leur avis. Warren Buffett qui se fait des milliards avec ses usines chimiques ne demande pas l'avis aux salariés pour savoir comment on va s'organiser le travail. Ne demande pas est-ce que vous pensez qu'en ce moment vous êtes en train de travailler dans un endroit qui est sécurisé, qui est bien aux normes, ce qui n'était absolument pas le cas à Lubrizol, avec les toits en amiante, etc. Et il n'y a aucun contrôle là-dessus. Donc ça, c'est un aspect pollution immédiat par rapport à Lubrizol, ce qu'on a connu. Et pour le long terme, le développement durable, là, c'est vraiment une question de prise en main des choses par la population. Le développement durable, ça peut pas être... On ne peut pas imaginer que les grands patrons vont nous offrir une société avec un développement durable et écologique. Ou alors je pense qu'il y a soit un refus d'obstacle, c'est-à-dire qu'on refuse d'imaginer qu'on pourrait fonctionner autrement. C'est possible et c'est pour ça que nous, on est actifs dans les mouvements sociaux pour que les gens prennent confiance en leur propre force. On est quand même beaucoup plus fort que les quelques clampins qui nous gouvernent. Beaucoup plus fort. C'est pour ça qu'ils ont peur de nous. Nous, on se situe vraiment dans ce temps-là. On appelle ça la lutte de classe, on appelle ça tout ce qu'on veut. On peut, pour certains, caricaturer, tout ça. Voilà, chacun peut juger. Mais en fait, il se trouve qu'en ce moment, dans le monde, c'est très actif et en France aussi. Et cette question du climat et du développement durable, c'est une question qui est clé. Et nous, on ne voit pas comment lutter contre le réchauffement climatique, avoir un développement durable, c'est-à-dire un mode de production qui soit respectueux de l'environnement et de nos vies,
si on ne sort pas de cette logique de profit et de concurrence entre les peuples, entre les gens. On ne voit pas repeindre le capitalisme à l'envers, ça ne marchera pas. Réenchanter Rouen, c'est du baratin. On en a marre un peu du baratin aussi. Justement, on peut peut-être continuer sur des propositions concrètes pour Rouen, justement, pour rendre Rouen plus écologique. Alors, on a parlé de Grisol, mais est-ce que vous avez des propositions concrètes Alors, les transports gratuits, c'est quand même pas rien comme proposition. Hein. Le fait d'avoir une politique de transport qui permette à la fois aux vélos de circuler, ça c'est évident, et les transports gratuits sur une amplitude d'horaire beaucoup plus importante et dans tous les quartiers. Hein. C'est-à-dire pas simplement, voilà, j'habitais dans différents endroits à Rouen, on n'est pas desservi de la même façon, hein, partout où on soit à Rouen, c'est une évidence. Hein. Il y a aussi un enclavement social, il y a quelque chose là-dedans de contrôle de la population même qui est assez révoltant parfois même. Hein. Donc il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect, la commune par exemple, a quand même un réel pouvoir au niveau de ce qu'elle fait des infrastructures communales et autres. Moi, je regarde la préfecture encore ce matin. C'est fou le gaspillage qu'il y a là-dedans. C'est des locaux énormes qu'on chauffe. C'est très prestigieux, on est bien content, la République. Mais la République, c'est nous, hein. Donc on s'en fout, nous, que ce soit bien chopé dans des trucs. On veut plus que ça. Il y a quelque chose qui n'est plus supportable. Donc les propositions, c'est des propositions de cet ordre-là. Et surtout, c'est des propositions qui émaneront aussi des gens dans leur quartier, dans leur lieu de travail. Comment on s'organise pour que notre activité pollue moins. Et ça, c'est important. On n'est pas des prestataires politiques. Question. Vous êtes candidat à la mairie de Rouen et à la présidentielle? La présidentielle de Rouen. Pas mal, non? Tout ça, c'est des institutions dont on n'a pas forcément choisi ni les termes ni l'organisation. Et donc, on fait un petit peu avec ce qu'on a au niveau des leviers démocratiques, qui sont quand même des conquêtes aussi sociales, hein, la commune, etc. La commune, ça fait quand même référence aussi un petit peu à l'histoire. Hein. Il y a eu d'autres gens qui ont pris la commune de Paris, par exemple, en 1871, et qui ont tenté des choses assez inédites en termes d'autogestion. Donc il est possible d'avoir des grandes idées, comme on dit, tout en luttant localement. Comment faire autrement? À moins de penser qu'on serait audition dans le monde entier, on est bien obligé de lutter là où on est. Voilà, le capitalisme n'est pas un espèce de truc extraterrestre au-dessus de nous, c'est les gens, comment ils s'organisent. Et à tous les niveaux, on peut lutter contre. Et au niveau local, évidemment, on ne va pas déléguer en fait. Mais alors du coup, parce que là effectivement, depuis tout à l'heure, en fait, j'ai pas compris quelles étaient vos propositions concrètes pour les municipales de Rouen, sur la santé, sur le financement des transports en commun gratuits, sur le développement durable. J'entends des grandes idées, effectivement, mais je n'entends rien de concret. Alors il ne vous faut pas des chiffres? Des chiffres, des idées, des propositions. Je ne sais pas ce que vous êtes en capacité de nous bien sûr, mais des choses concrètes qui nous concernent nous tous, Rouennais, dans la vie de tous les jours. Oui. Alors, il me semble que la gratuité des transports en commun, c'est quelque chose d'assez concret. J'en ai parlé plusieurs fois. Il me semble que l'accès gratuit à des services publics, c'est quelque chose de concret. Par exemple, la fermeture de la Poste rue Orbe ou d'autres. La vente, c'est des choses toutes simples. Hein. Le donjon a été vendu pour un escape game privé. Bon, voilà, c'est un patrimoine, c'est quelque chose. Bon, il y a quand même des choses possibles. Le contournement Est, par exemple, on est contre. On est contre le contournement Est, et c'était une évidence. Pourquoi? Alors, je vais l'expliquer. C'est ce qu'on appelle un grand projet inutile, hein, en référence à Notre-Dame-des-Landes et tout ça. C'est bétonner énormément d'hectares de terrain, dont certains sont des écosystèmes assez rares. Et la logique de ça, c'est d'éviter la pollution à Rouen. Ben, nous, on est dans une logique qui n'est pas d'éviter la pollution à Rouen pour la mettre à Beauce ou ailleurs. Il me semble qu'on a été assez clair là-dessus. On est dans une logique où on essaye, grosso modo, de privilégier la solidarité à la concurrence. Donc, grosso modo, la pollution, c'est pas en la déplaçant qu'on va la changer. Par contre, développer le transport ferroviaire et le fret ferroviaire, ça oui. Depuis 15 ans, 20 ans, le fret ferroviaire, alors qu'à Sotteville, c'était vraiment une grande place de fret ferroviaire, on les voit pourrir quand on traverse au-dessus
de la gare de tri de cette ville, on les voit pourrir les locomotives, elles ne servent plus à rien. Et donc là, il y a vraiment un choix politique. Ce choix politique, il est clair. Pour que les entreprises soient le plus rentables, il faut qu'elles n'aient plus de stock. Les stocks sont sur la route, les stocks sont sur les camions. Il faut rentabiliser. Rentabiliser, c'est polluer et épuiser les gens qui sont au volant. Nous, on est contre l'épuisement des gens qui sont au volant et contre la pollution et contre le fait qu'il faille rentabiliser au maximum les choses. Le fret ferroviaire, c'est peut-être plus lent, mais les gens sont moins épuisés et c'est moins impactant au niveau écologique. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez concret, il me semble. Non, c'est pas assez concret. Non, parce que là encore, on est sur quelque chose qui est un grand projet de société en fait, mais qui n'est pas une prérogative du maire de Rouen. Il peut se battre pour essayer de porter les choses, d'améliorer, de porter des projets, mais c'est pas le maire de Rouen tout seul qui va décider de développer le fret en France. Alors, le maire de Rouen tout seul, on est assez contre en fait, pour tout vous dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas tellement pour qu'il y ait un maire de Rouen tout seul. C'est assez logique par rapport à ce qu'on raconte. On est pour que les pouvoirs ils soient un peu plus transversal. Mais si on veut parler du pouvoir du maire, il a le pouvoir de réquisitionner les logements vides, le maire. Et là, on voit bien que c'est un vrai souci, le logement. Ce pouvoir-là, il n'est jamais appliqué. Réquisitionner les logements vides, c'est un pouvoir direct et entier du maire. C'est pas rien quand on voit les gens qui sont à la rue, etc. Le maire a le pouvoir, parce qu'il a le budget, de pouvoir faire en sorte d'ouvrir des classes dans le primaire. Évidemment, après, il faut mettre les instituts dedans, donc c'est en lien aussi avec le rectorat, etc. C'est pas le pouvoir complet, mais quand même, c'est le maire et la mairie qui gère, qui entretient, qui paye le personnel communal pour l'école. Donc ces prérogatives-là, elles sont très, très directes et elles impactent la politique communale. Au NPA, il y a 2 élus à Saint-Étienne-du-Rouvray, par exemple. On a quand même l'expérience d'avoir des élus dans des conseils municipaux. Eh bien, ces élus-là nous ont permis de savoir comment les choses marchaient. Ils ne sont pas maires, ils n'ont pas le pouvoir, ils sont minoritaires. Mais il y a un intérêt assez direct à avoir des élus, on va dire, du NPA, anticapitalistes, enfin anti-système, on va dire ça, comme ça. Ça permet déjà d'avoir toutes les informations, chose qu'on n'a pas. On n'a pas dans les journaux communaux. Et puis, ça permet aussi d'être en soutien des luttes qui peuvent se passer. Par exemple, Saint-Étienne-du-Rouvray, il y a eu un problème au conservatoire de musique, les professeurs de musique et tout ça, et on les a soutenus. Et ça a été important, déterminant même par rapport à ce qu'ils demandaient. Et donc, il y a une réelle possibilité d'action, à la fois en tant qu'élu, et évidemment, si la mairie était majoritairement à la liste NPA, les choses marcheraient totalement différemment. Plus de maires, des conseils de quartier, les choses seraient révolutionnées à l'intérieur de la commune. Un peu plus de concret, je vous remercie. Non mais concrètement, justement, on continue encore dans le concret. Ça donnerait quoi une commune dirigée par le NPA en fait. J'ai l'impression d'être assez concret. Oui, non mais je ne remets pas en cause ça, je dis juste qu'on reste dans le concret. Concrètement, ça donnerait quoi une commune dirigée par le NPA? On peut prendre un exemple justement. Quelle serait votre première mesure si demain vous êtes maire? Mais là, je crois que vous n'avez pas bien saisi notre discours. En fait, on ne se situe pas comme ça dans une espèce de politique publicitaire. La première mesure, les 100 jours, la première mesure, ce serait sans doute, si on était maire de Rouen, d'annuler le statut de maire de Rouen. Voilà, ça serait peut-être la première mesure, en tout cas, parce que si on était maire de Rouen, ça serait moi. Et je peux vous dire d'être annulé tout de suite. Donc, parce que j'ai pas du tout envie d'être maire de Rouen, et parce que si on avait la mairie, ça serait justement pour que le pouvoir soit diffusé et dilué. Donc la personnalisation du pouvoir en tant que maire, j'assume largement le fait d'être... Donc la première chose, ce serait ça, de destituer la posture du maire de Rouen et de réorganiser... si on veut que les gens prennent leur destin en main, il ne s'agit pas d'être là comme une image en disant, voilà, non, c'est pas possible. Donc, on pourrait dire, si vous voulez une première mesure, on pourrait dire que ça serait la première mesure. Voilà. En vous poussant sur le sujet. Bien sûr. Comme la plupart des candidats, vous proposez une gestion par quartier, en fait. D'accord. Sauf que ce qui est effectivement, ce qui vous distingue particulièrement des autres, c'est de définir que ces quartiers seront autogérés. Quand on connaît la sociologie des différents quartiers, quelle que soit la ville, et pas forcément Rouen, mais peut-être encore plus Rouen quand on en connaît le clivage social, historique, etc. Est-ce qu'en allant au bout de cette logique-là, c'est-à-dire en confiant en autogestion des quartiers, est-ce qu'on ne va pas directement vers une ghettoisation de chacun de ces quartiers?
là où la sociologie va créer une politique propre à chacun de ces quartiers, la pousser au maximum par l'autogestion de ces quartiers, est-ce que vous n'êtes pas finalement par ce mode de pensée et ce mode de gestion celui qui sera responsable, qui peut potentiellement être responsable de la ghettoisation de chacun des quartiers de Rouen, parce que c'est ce qui semble inéluctable quand on vous écoute, dans la façon dont vous visionnez les choses. Qu'est-ce que vous répondez à ça, par exemple? Première réponse, c'est que ça ne vous a pas échappé, on n'est pas à la commune depuis longtemps, et la ghettoisation, elle existe depuis longtemps. Donc c'est vraiment que la politique qui a été menée jusque-là, elle pousse à cette ghettoisation, pas qu'à Rouen, dans toutes les grandes villes. C'est un problème, la révolte des banlieues qui a eu lieu il y a 15 ans, voilà. Le problème de la ghettoisation, il est flagrant, il est frappant. C'est pour ça qu'on veut donner du pouvoir aux gens. Les gens n'ont pas spécialement envie, les gens, je m'inclus là-dedans, d'être dans un ghetto. Personne n'a envie d'être ghettoisé. Dans l'état de fait actuel, vous vous rendez bien compte que donner l'autogestion à ces quartiers tels qu'ils ont effectivement évolué, et on peut être assez d'accord sur la parcellisation de Rouen et des quartiers, comme c'est vrai dans beaucoup de villes, pas toutes, mais l'autogestion par quartier, c'est-à-dire confiant la gestion de ces quartiers à une donnée sociologique et sociographique particulière, c'est entrer dans une ghettoisation encore plus forte que ce qui est fait actuellement, forcément. Et bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes d'accord avec Non, moi? non, je suis pas d'accord. Prouvez-moi le contraire. Oui, je vais essayer de vous prouver le contraire. Vous ne m'avez pas prouvé ce que vous me disiez, mais moi je vais essayer de vous prouver l'inverse. La ghettoisation, elle a déjà lieu. C'est-à-dire que je vous répète ce que j'ai dit, c'est-à-dire que la politique a été menée pendant 30 ans, 40 ans, la politique urbaine des grandes villes françaises donne la ghettoisation, qui est catastrophique. Le fait de donner du pouvoir aux gens, c'est le fait de faire confiance en nous-mêmes. Moi, je fais partie des gens. Je ne comprends pas bien, en fait, le fond de votre argumentaire. Je ne comprends pas trop ce qu'il y a. C'est-à-dire que, quel est le risque à donner du pouvoir aux gens? Je ne comprends pas. Parce que pour moi, c'est la démocratie, ça. Le risque, il est inhérent dans toute chose où les gens prennent en main. Moi, si je prends en main des choses, je risque de le faire plus ou moins bien que quelqu'un d'autre. Mais moi, je prends en main les choses. La ghettoisation, je pense que personne n'a envie de vivre dans un ghetto. Surtout dans un ghetto de pauvres. Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt ça qui est sous-entendu dans vos propos. Le ghetto de banlieue. Je pense que ces gens qui vivent dans un ghetto de banlieue, moi, je n'habite pas dans ces ghettos de banlieue, j'habitais gamin. Et je vois bien un petit peu ce que c'est. Personne n'a envie d'être dans un endroit où il n'y a plus de service public, plus de transport en commun après 21h, où il n'y a pas d'endroit pour que les jeunes puissent se réunir, où les centres d'information et d'orientation sont partis, qui sont désertifiés. Pourquoi? C'est le fruit d'une politique qui a fait ce qu'on appelle la gentrification des centres-villes, c'est-à-dire qui a fait en sorte que ce soit géré par les élites et que ces personnes-là aient été mises sur le côté. Le taux de chômage dans ces ghettos-là, qui ne sont pas le fruit d'une démocratie, si on a peur de la démocratie, il faut le dire. Nous, on n'a pas peur de la démocratie. Voilà, pour moi, c'est assez clair. Après, ce que feront les gens dans les quartiers, ça, je ne peux pas vous le dire. Moi, je ne suis pas à la place des gens. Et les gens, c'est un truc bien vague. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous, on fait confiance à l'intelligence collective. Voilà. L'intelligence collective, c'est pas rien. Quel que soit le quartier, quel que soit le revenu qu'on ait, quelles que soient nos origines, quel que soit tout ça, l'intelligence collective, c'est énorme. C'est ce qui fait avancer les choses vers un progrès social. Pour l'instant, là, les choses, elles avancent vers une destruction du monde, des écosystèmes, de nos vies. Et à un moment donné, ici, c'était irrespirable. Donc, voilà, nous, on propose plus de démocratie. Vous avez proposé la gratuité d'un certain nombre de choses, la gratuité des soins et la gratuité des transports. Bien sûr. Là, vous n'avez pas répondu à la question sur la gratuité des transports. La question qui vous a été posée, c'était quel est le coût de cette gratuité, qui n'est pas une vraie gratuité, on le sait, ça a un coût. Il y a quand même des gens qui travaillent, des investissements, des bus à acheter, des choses comme ça. Bien sûr. D'autres candidats ont chiffré ça. Pour quelle raison vous n'êtes pas en capacité de donner un chiffrage de ça? Puisque vous proposez, c'est une proposition que vous faites. Pour quelle raison vous ne le chiffrez pas financièrement? Alors, les chiffrages, nous on leur fait confiance, le chiffrage, il n'y a pas de problème, on n'est pas des experts des chiffrages. Hein. Ce qu'on peut se dire, c'est que ça peut être financé par les entreprises, c'est déjà le cas. Il y a un seuil maximum qui a été donné, un pourcentage de participation des entreprises. On pourrait faire en sorte que cette participation, selon le profil des entreprises, selon les bénéfices des entreprises, soit plus ou moins grande, ce qui permettrait d'avoir beaucoup plus d'argent dans les caisses. Et puis en fait, à condition d'avoir des entreprises compétitives, donc concurrentielles, et de faire tourner les entreprises au maximum pour pouvoir financer ça. Parce que si vous demandez que les entreprises
tournent au minimum pour le bien-être des gens, à ce moment-là, elles vont perdre de la rentabilité et vous allez perdre de vos ressources. Donc là, ça devient finançable. C'est ça que je ne comprends pas. Ah oui, vous êtes assez clair dans la définition du capitalisme, en fait, effectivement. Parce qu'en fait, effectivement, nous, on est pour que l'activité de production, l'activité industrielle, soit au bénéfice des gens. Bah oui. Et donc, ça nécessite une évolution de l'organisation sociale. Mais effectivement, si on intègre le fait que les entreprises peuvent pourrir la vie des gens pour être compétitives, bon, c'est un choix. C'est un choix, c'est pas le nôtre. Donc ça veut dire qu'on rentre en compétition idéologique avec ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas rentrer là-dedans. Et c'est possible. Et nous ne sommes pas les seuls. Vous savez qu'il y a eu quand même énormément de gens dans les rues ces derniers temps. Il y a eu énormément de gens qui se sont levés tôt le matin et qui ont dit contre Macron et son monde. D'accord. L'autre gratuité que vous avez avancée, c'est la gratuité des soins. Vous pouvez nous exposer comment, à la hauteur d'une ville de Rouen, par exemple, vous imaginez le développement de la gratuité ou de l'accès aux soins? Jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même un petit peu la doctrine principale, l'accès aux soins gratuits en France. Hein, ou alors j'ai mal compris, c'est renié de plus en plus, mais je veux dire, c'est quand même ça le système de soins en France. Il me semble que tout n'a pas été privatisé, ou alors ça m'a échappé. Donc il y a quand même encore des hôpitaux publics, il y a quand même encore c'est insuffisant. La prise en charge par les hôpitaux publics de la population, ça représente à peu près un tiers des soins. Un tiers. Et donc ça veut dire que vous mettez de l'autre côté 2 tiers des fournisseurs de soins, qui sont des infirmières libérales, les médecins libéraux, des établissements libéraux, etc. Au passage, sur le site de NPA, on a bien compris que les gens qui sont indépendants, puisque c'est écrit sur votre site, faisaient du black ou tournaient au black, et que 30%, c'est ce qui est écrit sur votre site du NPA, que 30% des revenus des indépendants passent au black ou ne sont pas déclarés. Ça correspond probablement à une partie des 80 milliards qui échappent à la fraude fiscale, tel que vous le tenez dans votre discours. Et donc, partons de ce qui est écrit sur le site de l'NPA, de cette situation de soins. J'ai pas lu moi ça, mais... Ouais, mais je peux pas vous donner, il suffit de taper NPA, c'est le premier truc qu'on trouve dessus, c'est la première page qu'on trouve. Donc voilà, on a compris qu'en tout cas vous aviez une espèce d'obsession sur le capitalisme, sur les indépendants, sur les libéraux, etc. Et même peut-être dans la fonction publique, peut-être qu'il faut que les gens à la préfecture ne soient pas chauffés. Si vous trouvez que c'est trop chauffé, peut-être qu'il faut que ces travailleurs-là soient moins au chaud que d'autres, peut-être parce que la préfecture est simplement un lieu de pouvoir à vos yeux qu'il faut déminer et peut-être faire exploser. Je pense qu'il faut le concevoir comme ça parce que par ailleurs c'est un bel endroit, vous l'avez dit, alors je ne sais pas ce qui vous choque dans le fait que ce soit chauffé, conservé et qu'il y ait des gens qui sont des travailleurs et des gens qui travaillent pour la fonction publique, ils soient correctement chauffés. Je pense qu'on peut l'espérer pour n'importe quel autre travailleur de n'importe quelle autre entreprise et j'ai donc pas très bien compris votre discours. Je pense effectivement que vous n'avez pas bien compris. Ouais, peut-être que vous n'avez pas été assez clair. Dans ce cas-là, peut-être que vous n'avez pas été assez clair. J'ai jamais dit qu'il ne fallait pas que les endroits soient chauffés. Moi, je veux bien qu'on caricature les propos au maximum. Mais on a bien compris que vous et moi, on est tenants de 2 idéologies qui sont assez différentes. Et je pense, mais je vous ai écouté. Vous ne connaissez pas plus. Je vous laisse répondre et puis après peut-être on va passer à d'autres questions et on pourrait continuer le débat plus tard. C'est-à-dire que là on voit bien que voilà, on voit bien, c'est un choix politique la gratuité des soins. C'est pas rien, c'est le choix de la France depuis des années, c'est grappillé par le privé depuis des années, par des gouvernements successifs. Mais je vous signale quand même que c'est quand même la doctrine principale des soins en France, même si c'est grappillé. Et on est contre ce grappillement. Vous êtes tout à fait dans une logique, là je vois bien que l'entretien a tout petit peu dérapé, dans une logique d'entretien qui, là on est vraiment dans un combat idéologique. Et nous on s'inscrit tout à fait dans ce combat idéologique. C'est-à-dire qu'on est contre Macron et son monde, c'est-à-dire qu'on est contre la logique que vous défendez là. Parce que vous défendez une certaine logique dans vos questions, c'est une évidence. En tout cas c'est une évidence pour moi. Moi je l'ai compris comme ça, vous avez compris ce que j'ai dit d'une certaine façon, j'ai compris ce que vous avez dit aussi d'une autre, mais voilà, sur le site NPA, apparemment, on ne trouve pas ce que vous avez dit. Mais en tout cas, on sent bien que c'est un combat âpre. C'est un combat âpre de dire qu'il faut de la démocratie pour tout le monde, même les quartiers pauvres. On sent bien que c'est un combat âpre de dire qu'il faut une qualité de vie importante
et que les entreprises et l'activité humaine doivent être au service des êtres humains. On sent bien que c'est un combat qui n'est pas évident, et je vois bien selon vos questions qu'effectivement c'est un combat qui n'est pas évident, et c'est pour ça qu'on se met en branle et qu'il faut le faire collectivement pour qu'on gagne, parce que c'est pas facile. Sur ces idées-là, je les partageais totalement avec vous, c'est sur le réalisme des moyens que vous y mettez. Et là, par exemple, sur la gratuité des soins, comment on fait pour y arriver, je n'ai pas entendu votre réponse. On fait la même chose qu'on pourrait faire pour arriver à la gratuité des transports en commun, c'est-à-dire qu'on prend l'argent là où il est. Qu'est-ce que vous dites qu'on a cette obsession du capitalisme? On a cette obsession de la redistribution des richesses. Redistribution des richesses au service de l'intérêt commun. Et forcément, la redistribution des richesses, ça veut dire que dans une puissance où on est la 6e puissance du monde, dans une ville de Rouen où on est une ville avec de la richesse, et on est dans un pays riche, un des pays les plus riches du monde, on doit pouvoir, en tout cas ça doit être l'objectif de gens qui s'engagent dans un combat politique, de faire en sorte que ce soit gratuit pour tous. Si ce n'est pas ça l'objectif, il y en a qui disent que ce n'est pas ça l'objectif. C'est Macron et son monde. Il faut rentabiliser la santé, il faut rentabiliser les caisses de retraite, il faut rentabiliser l'éducation. C'est une logique. Nous, on est une logique totalement inverse. Totalement inverse. Concernant justement le fait qu'il y ait une liste NPA, mais qu'il y ait aussi une liste La France Insoumise, où quand même parfois dans les discours on peut trouver des similitudes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu justement pourquoi vous avez voulu faire cette liste avec vos 54 colistiers? Alors on a des similitudes, hein, ce sont des camarades, on se retrouve dans les manifestations, on partage ce que je viens de dire là avant, c'est-à-dire le fait de militer, de s'engager dans le combat politique pour des transports gratuits, pour une santé pour tous, pour que les activités humaines ne détruisent pas la santé. Voilà, mais il y a quelques nuances et quelques petites choses quand même qui sont importantes pour nous. C'est pour ça qu'on souhaitait s'exprimer et qu'on souhaite s'exprimer à chaque fois en dehors de la France Insoumise. Si on était d'accord, on serait ensemble en fait. On ne formerait pas deux partis politiques différents. Donc il y a des désaccords. Le premier désaccord, c'est le rapport aux institutions et le rapport au système. C'est-à-dire que nous, on ne pense pas qu'il sera possible de changer profondément ce système économique et politique en se servant uniquement des armes qu'ils nous donnent, c'est-à-dire des institutions. Ces institutions-là, dès qu'on franchit un certain seuil, eh bien, on a ces institutions-là, et dans les lois qui sont votées, qui sont des lois qui sont parfois liberticides, et dans l'organisation sociale, l'accès aux soins, c'est aussi l'accès à la culture, c'est aussi l'accès à ce qui fait qu'on puisse réfléchir en commun, se donner le temps. Quand on est en banlieue ou quand on est en centre-ville, on n'a pas le même accès à la culture, on n'a pas le même accès aux soins, on n'a pas le même accès à la réflexion collective. Et donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour nous. Et on pense que, même si voilà, on partage tout à fait le combat avec la France Insoumise, nous on pense qu'il n'y a que les luttes sociales qui arriveront comme ça s'est passé dans l'histoire à plusieurs reprises, c'est toujours les luttes sociales qui ont amené à des grands chamboulements d'organisation collective. Et voilà, donc on a cette grosse divergence-là. Nous, on est dans le camp, dans le même camp, mais on est révolutionnaire, comme on dit. Hein. Enfin, on n'est pas révolutionnaire nous-mêmes, mais on est pour la révolution. Elle se fera de la façon dont elle se fera. Personne n'a de recette miracle, mais on ne peut pas dire que ce soit une idée qui soit vieille ni galvaudée. Dans le monde entier, il y a des gens qui sont en lutte pour essayer de changer leur système. En Syrie, au Chili, en Russie et en France, depuis des mois dans la rue. Donc ça, on a on est dans la rue aussi qu'à France Insoumise, on a vraiment cette différence par rapport aux institutions. Et puis nous aussi, il y a encore une chose qui va peut-être paraître encore plus irréaliste, mais qui pour nous est une règle élémentaire, on est pour l'accueil inconditionnel des migrants. Chose qui malheureusement n'est pas repris par la France Insoumise, que ce soit au niveau national et au niveau local. Il y a la capacité, le maire a la capacité de faire en sorte que Rouen soit ville ouverte. C'est un choix politique. C'est un choix qui est fort, mais en fait qui est... C'est d'ailleurs la première ligne sur votre programme, Rouen, ville d'accueil. Évidemment, comment on peut imaginer qu'on va s'organiser en étant bien, content de nous, en laissant crever les gens à côté? C'est pas possible. Ou alors on a intégré que voilà, l'activité humaine pouvait faire en sorte qu'on pollue, l'activité humaine pouvait faire en sorte qu'il y ait des gens qui aient la démocratie, d'autres non, que l'activité humaine puisse laisser crever les gens. Donc c'est une logique, c'est la logique capitaliste, et c'est pas une obsession. Le capitalisme, c'est ce qui nous fait vivre.
On peut chacun avoir ses petites obsessions. Là, on vit dans un système, c'est pas une obsession, c'est-à-dire que c'est un combat politique, et nous on porte ce combat d'une façon un petit peu différente de la France insoumise, qui se dit aussi anticapitaliste, il l'est, hein, mais voilà, avec un respect des institutions, et le nationalisme, le patriotisme, le chauvinisme, ça sert à diviser. On ne fera pas des meetings comme la France insoumise avec les drapeaux blanc-rouge, on ne chantera pas la Marseillaise. Ça divise les gens, ça divise les peuples, on se sent nettement plus proche, par exemple, d'un travailleur algérien que d'un grand patron français. Là, la nationalité n'a rien à voir là-dedans. On ne choisit pas mon aîné, comme dit la chanson, et par contre, on peut choisir de se mettre un petit peu dans la lutte. Donc, effectivement, cette histoire de gens qui fuient leur pays, soit à cause de la misère, soit à cause de la guerre, et que nous, on s'enferme dans des murs en disant on n'a pas la place pour eux. Voilà, si on accepte cette société-là, bah, il faut l'assumer. Nous, on n'assume pas ça, et on ne l'accepte pas. Et pour le deuxième tour, si vous êtes au deuxième tour, évidemment, vous allez voter pour vous. Mais si ça n'est pas le cas, est-ce qu'il y aura des consignes de vote, même si, par exemple, imaginons que la France insoumise soit au deuxième tour, ou les Verts, enfin voilà, est-ce qu'il y aura des consignes de vote de la part du NPA? Non, il n'y aura pas de consignes de vote. Voilà, on verra si choses extraordinaires se passent, mais non, on ne fera pas de consignes de vote. On n'est pas un parti électoraliste, comme on dit, hein. On n'est pas là pour essayer de gagner ni des places, ni une notoriété de groupe ou individuel ou quoi que ce soit. On est là pour défendre des idées. Si on peut les défendre au sein d'un conseil municipal, eh bien, on le fera ardemment, mais non, on ne donnera pas de consignes de vote. On peut dire que vous utilisez les élections municipales comme une tribune. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, mais pas seulement. Pas seulement parce que il peut y avoir des élus NPA et que c'est pas simplement pour agiter quelque chose. Hein. C'est aussi relayer, pas simplement une tribune du NPA, mais toutes les luttes on est dans un pays quand même où il y a eu des grosses grèves, où il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, où il y a énormément de choses socialement qui se passent. Donc il faut que ça s'exprime. Il n'y a pas que le NPA qui exprime ça, la France insoumise aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Mais voilà, nous, on veut exprimer une colère aussi. Je pense que peut-être que vous l'avez senti là, mais on veut exprimer une colère. C'est pas possible. Le baratin, tout ça, on n'en peut plus. Et c'est pas, on va dire, c'est pas une boutade. C'est-à-dire que pour avoir fait toutes les manifestations, ou quasiment toutes les manifestations et blocages et tout ça, et avoir été en grève pendant un mois là, la colère elle est forte, elle est légitime et elle s'exprime de façon consciente et collective. C'est pas rien. Macron a peur, il envoie ses chiens de garde, il a bien raison d'avoir peur. Il y avait une question sur le... 3 minutes. Ouais. Il y avait une question sur le patrimoine, peut-être? Ah oui, excuse-moi, je vais vous poser une question encore. Là encore, c'est une question sur l'idéologie du NPA. Voilà. Je ne crois pas me tromper en disant que vous avez une inspiration fortement révolutionnaire, laïque aussi. Et donc, quelle est la compatibilité entre le fait de se présenter à une élection à Rouen, la ville sans clocher, et quelle idée vous vous faites de la possibilité de la conservation et de l'entretien d'un patrimoine religieux aussi important que celui de Rouen, avec la pensée qui est celle qui vous anime, c'est-à-dire, on a compris que vous seriez maire, mais que vous ne seriez pas maire de Rouen, mais enfin, dans la fonction que vous animerez, en fonction de la façon dont vous animerez ça, comment on peut rendre compatible la conservation de ce patrimoine et l'idéologie qui est celle du NPA? On n'est pas des anti-religieux primaires, hein. On est pour le respect des religions et vous n'êtes pas complètement révolutionnaire. Vous savez, la révolution, c'est pas interdire aux gens de vivre de la façon dont ils veulent vivre. Hein. La révolution, c'est faire en sorte que le système dans lequel on est, d'organisation sociale, puisse permettre à chacun d'être respecté. Voilà, c'est tout. C'est pas d'imposer par la force quoi que ce soit. Vous voyez, la révolution, c'est pas les caricatures qu'on en fait. Je pense que la révolution, c'est une idée qui donne espoir à plein de gens dans le monde, parce que c'est l'espoir d'une vie meilleure en prenant en main les choses. Donc voilà, le patrimoine, moi j'y vois surtout énormément de travail de gens, pendant des siècles de travail de tailleur de pierre, de travail de charpentier, d'exploitation, évidemment, comme énormément de choses. Donc oui, moi je serais pour
pour faire en sorte qu'un bon nombre de ces bâtiments puissent avoir une utilité publique peut-être autre que ça arrive, hein, que beaucoup d'églises soient, comme on dit, déconfessionnalisées, enfin servent à autre chose, voilà, il y en a à Rouen, donc vous savez très bien. Et puis après, bah, oui, l'entretien, c'est toujours la même chose. Dans un système où tout est monnayé, tout est monétaire, tout offre et demande, chaque travail est lié à ça. Si on a une utilité publique à faire en sorte que ces beaux bâtiments, qu'on peut juger beaux quand même, qu'on soit crayon ou non, qui sont impressionnants, voilà, je ne suis pas un grand fan, hein, mais il y en a parmi le NPA qui sont des grands amateurs d'église et tout ça, vous voyez, on n'est pas dogmatique là-dessus, on respecte tout à fait ça, et c'est assez impressionnant, et c'est une richesse, on va dire, humaine, même si c'est effectivement de l'exploitation, beaucoup de morts sur les chantiers, etc. Donc oui, pour entretenir ça, bien, il va falloir prendre l'argent où il est. Et oui, comment peut-on avoir une autre réponse? Parce que cette réponse-là, qui peut sembler être une réponse toute faite, c'est pas une réponse toute faite. L'argent, il est pris là en ce moment. Il est pris l'argent. Moi, je sors en face de chez moi, j'ai quelqu'un qui fait la manche devant la boulangerie tous les jours. La réponse d'un vrai révolutionnaire, ça aurait pu être. J'attends votre cours de révolution. Ce patrimoine qui est la manifestation de l'exploitation horrible des gens pendant des décennies, qui coûte cher à entretenir et qui va coûter à tout le monde à entretenir, finalement qui n'est pas laïque, qui n'est pas... voilà. Est-ce qu'il faut l'entretenir ou est-ce qu'il faut le laisser dépérir au même titre qu'il faut laisser dépérir la 5e Constitution et puis les institutions politiques, de merde, etc. Et qu'il faut passer à un autre système. Voilà, et aller au bout de l'esprit révolutionnaire qui vous anime, je pourrais attendre une réponse de ce type-là, par exemple, de votre part, je ne l'ai pas. Il faut toujours se méfier quand on pose une question, de ne pas forcément avoir la réponse attendue. Hein, et c'est l'intérêt d'un débat. C'est l'intérêt d'un débat. Et donc, merci pour votre petite révolution. Nous, on se prive absolument de faire des cours de révolution ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, on ne fait pas des cours de capitalisme, on dénonce le capitalisme. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On n'est pas professeur en capitalisme. Hein. Mais par contre, c'est sûr que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si collectivement les habitants de la ville d'Ormont ne veulent pas se signer aux 80 pour entretenir, eh bien, il faudra qu'ils prennent des décisions qui soient collectivement. C'est-à-dire que si dans tel quartier les gens sont motivés pour... vous voyez, il n'y a pas de dogme. La révolution, c'est pas on empêche les gens de vivre comme ils ont envie de vivre. On permet aux gens de vivre. Pour nous, c'est ça, une éventuelle révolution qui aille dans un bon sens, parce que la révolution, ça peut être aussi n'importe quoi. La révolution, c'est changer de système. Nous, on veut changer de système pour quelque chose qui soit un intérêt collectif. Donc on voit toujours par ce prisme-là. Cette question-là doit être débattue collectivement. C'est comme le financement des écoles privées. Toutes ces choses-là doivent être débattues collectivement et nous, on respecte ça avant tout. Très bien. Merci d'avoir... Le débat n'est pas terminé, mais on peut s'arrêter sur Internet déjà et remercier les nombreux gens qui nous ont suivis. Merci.